On commence. Bien, donc c'est le quatrième entretien. Les entretiens précédents, nous avons donc traité de la partie lettriste, de la partie qui a suivi un peu lettriste des installations, puis la découverte de la vidéo. Là, nous sommes maintenant quelque part autour des années 85-86. Oui. Période de grande activité, tu fais énormément de choses. Oui, là, ça vraiment, ça a été une période d'activité. C'est vrai que toutes les périodes instables de la performance, du meilleure cohérence, ça m'a amené vers le spectacle, quoi. Et puis le fait d'avoir fait une adaptation télévision des tautologiques, puis des vidéoclash, etc. Donc approche de la télévision. Et là, en 85, donc en 84, pardon, donc le spectacle de cirque au Centre Pompidou et partout. Et rencontre avec la télévision Canal+, à ce moment-là, donc avec Alain Buros, et l'envie de continuer de faire des programmes courts, très magiques, comme Gym Tracking, par exemple. Alors, Gym Tracking, c'est... Oui, on n'a pas parlé dans la dernière, j'ai posé 3-4 fois la question. Non, mais 84, j'ai fait en 86. Ah, d'accord. Et là, ça a été le début de tout à fait autre chose. Et c'est né du fait que on venait d'inventer les palettes, la Penbox, qu'on disait la Rolls-Royce, Les palettes graphiques. Oui. palette graphique, mais qui était la première fois où on pouvait mélanger dans une image réelle captée des éléments graphiques que l'on pouvait diriger comme on voulait. Si tu veux, on se retrouvait pour moi, pour moi, à partir de ce moment-là, ça a été la télévision comme une scène de théâtre électronique. Mais et en même temps de peinture, parce qu'on peut réintroduire des objets graphiques, on peut peindre un petit peu des images animées. Mais ça, je l'ai fait plus tard, quand j'ai fait Pierre et le Loup. Mais dans cette période-là, je retrouvais le théâtre dans la télévision, puisqu'on pouvait composer nos acteurs, en faire un plus grand, un plus petit, etc., mélanger des éléments hétéroclites. Et Gym Tracking, donc, ça vient toujours pareil. Après le cirque, c'était le musical, donc un magicien de l'électronique. Alors, comme je disais avant, autant sur scène, dans Circus, on pouvait changer d'un coup de fouet réel à un cheval en zèbre. Là, Gym Tracking est un personnage comme ça assez impassible, encore une fois, joué par Marc Feige, un comédien que j'avais rencontré à l'époque, très très impassible, et qui, en 30 secondes, à peu près, faisait un tour de magie électronique. D'abord, il se présentait, une fois il sortait son nom de sa poche, hein. Puis, il y avait une petite histoire, mais qui était simplement accompagnée de musique. Par exemple, à un moment, dans un geste, il était capable de mettre son bras comme ça, et une voiture sortait de sa manche, comme ça, et rentrait dans une autre manche, puis suivi du TGV. Au moment où il saluait, il y avait une fusée qui s'envolait, etc., etc. Donc j'ai fait lever le soleil, la lune. J'étais interdit par l'islam à Kuala Lumpur d'ailleurs. J'ai fait lever le soleil, la lune. Il découvrait des sirènes. À chaque fois, c'était un tour de magie électronique. Donc on était parti du monde du cirque. Oui. Et on se retrouve au musical, dans un monde différent, mais voisin. Et ça a bien marché. J'en ai fait 60 pour Canal+. Bon, disons que il y en a 40 qui vont bien, il y en a 20 qui sont vraiment très bien, et puis il y en a 20 que j'aurais peut-être jamais dû faire, mais enfin je les ai fait. Et comment trouver 60 idées? Parce que la télévision, on était dans des idées de série, de s'introduire dans la télévision par petits modules, mais qui revenaient tout le temps. C'était Canal+ l'a balancé 4 fois par jour pendant 60 jours. Donc c'était diffusé le matin, le midi, le soir, soir entre programmes, un petit peu comme ailleurs, on met des spots publicitaires, là on mettait... Oui, à des moments d'écoute, hein, parce qu'ils jouaient vachement le jeu, quoi, Canal. Et comment trouver 60 idées comme ça, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire instinctivement. Je me rappelle, j'allais beaucoup à Amsterdam, mais c'était très long à l'époque, donc je pondais tout ça dans le train, quoi, parce que moyen de transport, c'est assez inspirant, quoi. Une espèce de no man's land comme ça. D'endroits où on est un peu protégé et en même temps ça, on a un temps vide. Il y a un temps occupé, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et j'avais fait des listes à l'époque à la main, je n'avais pas Excel, je les faisais à la main, avec des colonnes avec des objets, des colonnes avec des personnages, des colonnes avec des paysages, des colonnes...
et je jetais un coup d'œil dessus, et je liais par exemple mon Fuji avec boîte d'allumettes, avec etc., etc. Et là, je devais trouver l'idée. Si cet ensemble hétéroclite rentrait dans une idée d'un tour de magie, pouf, ça marchait. Alors pour ça, le tour de Jim Tracking sur toujours l'idée populaire, mettre Paris en bouteille par exemple. J'ai fait il y en a un où il se présente comme ça, et là il y a une carte postale, il présente son nom toujours, Jim Tracking, la carte postale tourne, va derrière, et en fait on est sur le métro à Birakem, qui est arrêté. Il souffle sur le métro, donc sur les images, le métro démarre, donc fonctionne, on va dans Paris, ça nous amène jusqu'à la Tour Eiffel, et là, tout d'un coup, la Tour Eiffel, il sort une bouteille, il la prend, il la met en bouteille, etc. Puis il salue, enfin, plein de... Donc il y a une soixantaine comme ça. Il y a 60, ouais. 60. C'était monté comment? Parce que là, toi, dans ton train d'Amsterdam, tu travailles avec tes carnets, tu as des idées, tu dessines, des crayons, mais ensuite il faut fabriquer ça. Il y a le travail sur la palette graphique, bien sûr. Il y avait quoi? Il y avait une équipe de combien de personnes autour de toi? Jim Tracking, peu. J'ai tourné au Centre Pompidou. Alors déjà le tournage, on est une dizaine, parce que pour le chef-op, la lumière, l'assistant, le caméraman, bien que c'était des plans fixes, les caméramans s'embêtent avec moi parce que j'ai beaucoup de plans fixes qui permet avant maintenant les manières de traquer les images, là c'était en plan fixe parce que je peux trafiquer dedans. Je sais pas, après à Canal+, j'ai travaillé avec une graphiste qui était spécialisée donc, sur Penbox. Ensuite, j'étais dans les bancs de montage de Canal+. Je sais pas combien de personnes ont travaillé, mais une vingtaine, pas plus, quoi. Alors que Circus, on était déjà à 30 ou 40. Et Vidéopérette, on a été 200, 250 à travailler, quoi. Mais c'est d'abord le travail d'équipe que moi j'ai appris avec Circus. Parce que là, il fallait être partout. Non, justement, comment est-ce que se passe ce travail d'équipe? Est-ce que les peintres, au fond, il y a un sociologue américain, Howard Becker, qui a écrit que toutes les œuvres d'art étaient des œuvres collectives, que le peintre, il peint, mais enfin, en même temps, il a des assistants, il y a des gens qui ont fait les peintures, qui font les vernis, toutes ces choses-là. Bon, on peut le dire, c'est un peu intellectuel. Non, mais c'est collectif. Mais dans voilà, mais dans le cas précis, c'est vraiment très collectif, parce que tout seul, tu n'aurais pu rien faire. Comment est-ce que ça se passe? C'est l'audiovisuel. L'audiovisuel, tout seul, tu ne peux rien faire. Depuis le début, moi, si je n'avais pas eu Bousquet avec moi, je ne savais rien faire. La preuve, il y a 2 minutes, on vient d'essayer d'allumer quelque chose, tu as vu la catastrophe. Même une télécommande, il n'y arrive pas. Mais parce que je travaille avec Rayon de couleur. Et d'ailleurs, c'est grâce avec Rayon de couleur que tout ça se fait. Parce que les storyboards permettent de visualiser ce que tu veux faire. Donc quand tu travailles, alors tu nous racontes, là tu es dans ton train d'Amsterdam, tu dessines, tu écris, tu écris d'abord, tu dessines en même temps parce que tu fais les deux en parallèle. Temps, oui. Bon, ensuite tu as la difficulté d'expliquer ce que tu veux obtenir. Donc je montre. Tu montres, alors... Les mots ne suffisent pas, quoi. Oui, il faut montrer, c'est ça. Il faut montrer quelque chose, les mots ne suffisent pas. Jim Tracking, le storyboard, c'était clair, 21-29-7, parce que c'est reproductible. Il y avait 9 cases dedans, je remplissais les 9 cases avec, en dessous, un petit commentaire de ce qui se fait. Donc c'était comme une bande tu vois, comme une bande dessinée avec du texte, comme un véritable storyboard de film, en fait. Oui, puisque le storyboard est né pour l'animation. Pour l'animation. Moi, je l'ai servi après pour faire du spectacle, mais normalement pour... parce que tu peux... Il y a des choses que tu ne peux plus décrire. Le storyboard commence là où les mots ne peuvent plus, quoi. Oui, avec cette différence que les storyboards des films, on sait que certains cinéastes dessinaient très bien et racontaient tout, racontaient tout leur film sur des storyboards. D'autres, c'est beaucoup plus simple, rustique. Dans ton cas, tu es quand même à l'origine un peintre, un spécialiste des arts graphiques. Et est-ce que dans l'écriture de ces storyboards, il y a un souci esthétique particulier? Ah oui, alors ça, bien sûr. Et c'est ce que des fois j'essaye de faire passer aux jeunes, avec les étudiants que j'ai de temps en temps. Il y a un non finito qui est très très bien, qu'il faut mener. Bon, quand on fait Jim Tracking, en fait c'est comme une BD, quoi. Sauf que le personnage est réel, mais la fusée est dessinée. Bon, ça, c'est clair et net. Donc je n'ai même pas besoin de dessiner réaliste.
j'ai besoin de faire un objet de communication où quand tu regardes une page, tu as compris ce qu'il fait. Après, il n'y a plus qu'à le faire, ça, c'est une autre histoire. Mais que, pour les spectacles, particulièrement circus et vidéo-opérette, où les gens ne comprennent pas vraiment ce que je vais faire, là j'ai fait 180 pages de storyboard pour pouvoir le raconter aux autres, mais je ne vais pas aller, puisque il n'y a pas la situation avec les moniteurs, les grands écrans, la synchro, etc. Je peins l'ambiance à chaque fois, avec une sorte de non finito, si je dessine, je peux le faire, extrêmement réaliste, la scène telle qu'elle est, mon interlocuteur va dire c'est ça. Et après il va dire j'aime pas. Tandis que si je dessine non terminé, avec des signes suggérés pour les ambiances, compte si j'emploie des couleurs ou des feutres, ou de la gouache, etc., il a l'ambiance, je commente avec des petits mots par-ci par-là, et son imagination, mon interlocuteur, il peut projeter son imagination dedans. Et alors, quand ce sont des gens qui vont réaliser, non pas des gens auxquels tu vas vendre le produit, l'œuvre, oui, mais des gens qui vont réaliser derrière, est-ce que tu leur laisses, quelle marge de liberté leur laisses-tu? Eh bien, ça dépend du métier qu'ils font. Par exemple, si j'ai un chef opérateur, parce que la lumière, etc., je sais l'ambiance que je veux, donc à lui de savoir la faire, mais aussi de proposer, puisqu'il connaît le métier, du plus. Non seulement je demande de résoudre la technique, c'est-à-dire que l'incrustation soit bonne, etc., mais que la lumière corresponde à l'ambiance que j'ai cherchée, que j'ai peint, que j'ai, etc., mais où il est capable de me proposer, c'est son boulot, du plus dans chacun des métiers. Par exemple, quand tu travailles avec un truquiste, quand j'ai travaillé beaucoup avec Pitoff, qui est devenu réalisateur maintenant, et qui, je crois, nous a appris beaucoup de choses, et que, je prends un exemple, j'ai dessiné, j'ai voulu, c'est la dramaturgie, que quelqu'un jette quelque chose, un œuf par exemple, mais que l'œuf fasse un tourbillon, et quand il se pose, il y a un coussin qui sort, par exemple. Alors, ça j'explique au truquiste, je dessine, etc. Mais après, lui, et c'est là où vraiment il y a un rapport entre les corps de métier, une courbe d'un parcours comme ça peut être complètement sèche et complètement débile. Ou ici, il sait l'amplifier, faire des ralentis à un moment, le repousser, etc., ça peut devenir extrêmement poétique, quoi. Donc tu as la qualité de la personne, mais tout vient de ta qualité à toi, à savoir raconter, montrer, mettre dans l'ambiance, etc. Et après, chaque corps de métier amène son plus, bien sûr. Donc, on a vu un petit peu donc, ces gene tracking dont tu nous as parlé, on a abordé cette question. C'était Télé, on a abordé cette question des storyboards. Tu fais à ce moment-là des expositions de storyboard? Ah oui, alors, les storyboards, j'ai commencé la première exposition après Vidéo-Opérette en 89, puisque Vidéo-Opérette, j'avais fait 180 pages. Donc, qu'est-ce qui restait de Vidéo-Opérette? Il restait 180 dessins, il restait des schémas, enfin tout ça. Il restait que j'avais adapté avant Vidéo-Opérette pour la télé, donc tous les spots de la télé. Il restait une captation de très mauvaise qualité du spectacle. Alors, ça a commencé à la Vidéothèque de Paris à l'époque, et maintenant le Forum des Images, où Véronique Kella m'a invité à faire une exposition des storyboards, c'est la première fois. Alors j'avais mis tout, circus, etc. C'était d'ailleurs peut-être une première, je ne sais pas, mais les storyboards des cinéastes, il y a quasiment jamais d'exposition. Mais non, bien sûr. Et après, ça a commencé les expos storyboard. Là aussi, on avait vraiment commencé tôt. Et j'ai vu comment les gens se comportaient. Et commençaient à formater, plus formater pour le voyage, une exposition uniquement en Vidéo-Opérette. Et ça a commencé à la galerie Elena Tunta à Athènes, et puis à Rio, et puis à Hong Kong, et puis parce que les gens aiment bien toutes les cultures. Tout d'un coup, alors on mettait dans des bornes, on dirait maintenant, des spots qui passaient, le making-of, enfin toute la chose, et l'expo classiquement présentée de storyboard, et là on voit les traces de doigts, les recherches, même les taches de café, enfin on voit le travail en train de se faire. Et les gens font le rapport eux-mêmes, et ça a eu vachement de succès, c'est vachement populaire, quoi. Parce que tout d'un coup aussi,
c'est pas dans la machine qui fait les choses. Et t'as la main au départ. Voilà. Et oui, donc ça donne, c'est amusant parce que ça donne un peu le côté, c'était l'époque où Francis Ponge devient très célèbre avec ses poèmes, où il raconte sa fabrique, là, il y a un de ses poèmes qui s'appelle La Fabrique des Prés, où il raconte son atelier, et là c'est un petit peu la même chose, c'est l'atelier qui est montré. C'est l'arrière-boutique, quoi. L'arrière-boutique. Oui, ce qui est assez nouveau, parce que je sais bien que maintenant il y a les ateliers de Brancusi devant Pompidou, mais c'est quand même très très rare que traditionnellement les artistes ne montraient pas leur atelier. Sinon aux collectionneurs, c'est un petit peu particulier. Oui, et le mystère de la création et aux collectionneurs au moment où il faut vendre. Voilà. Donc on fait la mise en scène quand même dans l'atelier pour vendre. Tandis que là, c'est... Ah non, c'est la fabrication. Et c'est pour ça que ça marche auprès des gens, parce que tout d'un coup, il n'y a pas que les machines. Il y a quand même l'être humain qui fabrique le truc. Voilà, il faut trouver l'idée, comment ça se développe, et ça marchait vraiment. Et j'ai fait pendant comme ça 15-20 ans des expos dans le monde entier, enfin, le monde entier n'exagérons rien, mais quand même dans beaucoup de pays, parce qu'après j'ai fait Pierre et Leloup en image de synthèse, et j'ai remonté d'expos avec Pierre et Leloup en image de synthèse. Et là, le fait qu'en ce moment, aujourd'hui, je suis en train de faire Desert Blues, que j'ai fait un journal de voyage et tout ça, je pense qu'on va monter l'expo en même temps qui va accompagner le livre. Et il y a des collectionneurs pour ces storyboards, il y a des acheteurs, ou est-ce que c'est simplement une exposition, on va voir, et est-ce qu'il y a un marché de ces storyboards? Non, ça reste une exposition on va voir. D'ailleurs, il y a 2 ans, 2004, j'ai fait une exposition dans une galerie privée, quoi. Quelqu'un a voulu que je fasse vraiment cette expo, j'ai mis beaucoup de storyboards. Et je t'avoue que moi-même, je les ai mis à des prix absolument insupportables pour ne pas les vendre. C'est extrêmement intime. Ils ont vécu avec moi sous mon bras pendant toutes les fabrications, parce que tu y reviens au storyboard. Je vais juste dire ça avant de parler d'économie. C'est ton premier jet, ta première idée que tu as remis en scène, c'est de la mise en scène, hein, sur du papier, les doubles pages, la manière dont tu tournes et tout. Puis le temps de fabrication, des fois 1 an, des fois 2 ans. Il se passe plein de choses, etc. Et toi, tu as toujours ton storyboard, parce qu'à un moment où tu hésites sur les choses, tu ouvres le storyboard, c'est là. Et tu fais ça, parce que ta première idée est toujours la bonne. Et après, tu fais des circonvolutions à n'en plus finir, extrêmement maniérées, pour revenir en fait au truc simple qu'était au départ. L'économie, non. Mais c'était très rigolo, parce que quand j'ai fait la première à Paris, qui est venu Myriam Salomon, de d'Arpresse, est venue, elle m'a dit, mais tu les vends? J'ai dit, non. Elle me dit, ah bon, tu gardes ça pour tes vieux jeux. Elle a peut-être raison, dans le sens que, bien sûr, il va y avoir un marché pour ça aussi. C'est de la peinture, oui, ça, avec un vécu. Tout comme il y a un marché aujourd'hui pour les essais, les esquisses des peintres. Mais les peintres ne vendent pas leurs esquisses quand ils sont en pleine activité, en général. Non, ben non, puisque c'est l'esquisse, quoi. Mais enfin, bon, les collectionneurs, il y a aussi collectionneurs et collectionneurs. Il y en a qui savent aller chercher chez les artistes des choses justement qui sont dans l'arrière-boutique. Plutôt que l'avant-boutique. Ça dépend si tu collectionnes pour spéculer ou si tu collectionnes pour vraiment rentrer dans l'intimité du processus d'une œuvre. Voilà, je vais poser une autre question qui est un peu liée à ça. Quand on voit certains artistes, je pense par exemple à Rubens, les esquisses sont souvent plus intéressantes que les travaux finis, qui sont pas toujours. Hein, on m'a dit ça. Hein. Oui. Ah ben alors là, Bernard, alors justement, est-ce que... pas toi d'ailleurs, mais plusieurs fois on m'a dit, oh ben c'était mieux le storyboard que ce que tu as fait après. Et alors ça, le storyboard, il y a ça. Oui. Il y a une deuxième chose qui arrive au storyboard. Quand tu cherches de l'argent, tu vas raconter, tu montes ton storyboard partout. Qui va te dire, ça ferait un magnifique livre? Là, tu es sûr que la production, c'est pas là qu'elle sera. On te renvoie chez les éditeurs. Quel beau livre, ça ferait vraiment. Je vous encourage à. Oui, donc c'est perdu. Merci, mais ça, c'est fait pour faire autre chose. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé d'avoir des réflexions. J'ai eu aussi dans le sens, Pierre Lescure, qui avait quand même décidé au plus haut de faire vidéo-opérette. Quand il est venu voir, il a dit, bah, écoute, c'est comme le storyboard que tu m'as montré, raconté. Donc ça, pour moi, c'est un grand plaisir, quoi. Parce que ça suggère, c'est du signe, un storyboard. Mais bon. Non, ce que je voulais dire. On m'a dit aussi que les femmes, les storyboards étaient mieux que mes. Non, ce n'était pas tout à fait ça à quoi je faisais allusion. Non, mais ça existe. Non, mais je faisais allusion au fait que quand on voit, par exemple,
prends l'exemple des Rubens, ces tableaux qu'ils n'ont pas finis. Bon. Il y a plus de liberté que dans les tableaux terminés où on sent qu'il applique les normes, les règles, les contraintes du marché de l'époque ou de l'académie de l'époque. Et qu'il y a plus de... Je sais pas, le peintre s'exprime plus librement, il est moins dans un corset quand il est dans l'esquisse. Et c'est vrai chez beaucoup d'artistes. Mais parce que tu passes dans la technologie. Voilà, alors justement, est-ce que tu passes dans l'évolution de la technologie. Au début, quand tu travailles en analogique, après 3 couches de trucage, c'est comme la photocopie, ça devient tout dégoûtant. Quand il y a eu le numérique, alors là, tu peux multiplier les couches. Quand tu as les tracks d'images, etc., tu peux faire autre chose. C'est au fur et à mesure dans la vie que tu apprends le métier et que tu anticipes avant les possibilités technologiques. Et là, tu es dans pleine liberté. Mais ta liberté, tu la conditionnes. C'est comme le peintre. Le peintre, quand il prend un tableau, personne ne lui demande de choisir le format, mais n'empêche qu'il s'impose un format. Si c'est à l'huile, si c'est autrement. Voilà. Et moi, maintenant, en faisant des journaux de voyage, j'ai retrouvé la liberté totale de dessiner n'importe comment, n'importe quoi, si j'ose dire. Quoi. Alors, toujours sur cet aspect des storyboards, parce que je crois que c'est au cœur de ta manière de travailler depuis une vingtaine d'années. C'est le cœur de tout, quoi. À l'époque, je me souviens, c'était dans fin des années 80, je crois, j'étais allé à Saint-Denis où il y avait des gens qui enseignaient l'art sur ordinateur. Et automatiquement, tout de suite, les étudiants travaillaient et faisaient des images sur ordinateur. Oui. Bon. Toi, ta démarche est totalement différente. C'est-à-dire que tu construis ton image avant que toi ou d'autres aillent sur la machine. Oui, est arrivé un monde, surtout avec l'ordinateur, où tu as des graphistes en général, ou des artistes, ou des musiciens, qui travaillent directement la tête dans la machine. Bien entendu, en faisant des algorithmes, en faisant toutes sortes de choses comme ça. Bien sûr, c'est une... Alors l'inconvénient, c'est que souvent il y a des trucs, il y a des modes, il y a des... Mais attends, pourquoi j'ai fait les storyboards? Avant tout, c'était pour dire, aidez-moi à monter cette histoire. Un objet de communication, point final. Pas le storyboard de réalisation, où on parle aux techniciens, ça c'est autre chose, et je peux raconter ce qui m'est arrivé là-dessus, mais... moi, c'était pour dire aidez-moi à monter, donnez-moi de l'argent, pas quoi, etc. Quoi. Et quand j'ai fait Pierre et le Loup, qui est un film d'animation en images de synthèse 3D en 95, une époque où c'était pas évident, le directeur, j'avais fait évidemment le storyboard pour monter la production, marche. Mais le directeur du studio m'a dit maintenant on va mettre un storyboarder avec toi. J'ai dit qu'est-ce que c'est un storyboarder, là. Donc, je ne connaissais pas le métier, comme le Rothman dans le Manu, quoi. Il me dit non, c'est pas pour qui dessine ton histoire, c'est que lui va dessiner en fonction de tous les corps de métier qu'il y a derrière. Il s'appelle Serge Elissade, il vient de faire un film d'ailleurs qui s'appelle U, qui a eu beaucoup de succès, et j'étais soufflé de la manière dont il travaillait. On le voit, il y a un making-of de Pierre et le Loup, on voit tout le travail. Ça a été filmé tout le temps. Tout d'un coup, d'abord, il est capable de dessiner un loup dans toutes les positions, réalistes, comme tu veux, en moins de 3 minutes, et de savoir déjà où ils vont l'articuler. C'est un autre métier. Ça, c'est le storyboard qui va vers les corps de métier. Et moi, les storyboards que je fais, c'est vers les producteurs. Oui, donc c'est pas du tout la même démarche. C'est pas du tout la même démarche. Et maintenant, je pourrais prendre un storyboarder, effectivement, si je refaisais un film d'animation, moi-même, je demanderais à un storyboarder de venir travailler. Mais le storyboard, l'objet de communication, c'est comme tu écris un scénario, en fait, il y a une petite différence. Scénario, c'est avec des mots, jamais les gens ont le temps de lire, en fait, faut savoir quand même. Le storyboard, on aime bien regarder. Et les couleurs. Moi, j'ai gagné une production à cause des couleurs qui étaient dedans. C'est une autre manière de raconter l'histoire. Plus proche de la BD, tu as bien raison. Sauf que moi, plus ça va, plus les storyboards font de la peinture. Oui. Ils ressemblent à de la peinture. C'est très étonnant. Et c'est à cause de l'informatique. Parce que tout d'un coup, avec les possibilités de lien, etc., tu n'es plus case par case. Kiki m'a dit un jour, quand j'ai fait Circus, quelqu'un m'a dit, je crois que c'est Catherine Millet, elle m'a dit, en fait, tu passes ton temps à dessiner des petits carrés. Ben oui, en fait, des petits rectangles. Des petits rectangles, oui, c'était vrai. Parce que
Un poste de télévision, c'est un petit rectangle. Bon, l'ordinateur est aussi un rectangle. Sauf que maintenant, tu as les arborescences, tu as le mouvement, tu as tout avec. Donc, il a explosé. Comment tu expliques cet ensemble qui va se mouvoir l'un l'autre? Tu fais un schéma en même temps, tu dessines du mouvement. Et pour dessiner ça, moi, je peins maintenant. Voilà. Alors, dans ce que tu nous expliques là, est-ce que c'est quelque chose que tu as totalement inventé tout seul, instinctivement et dans ton coin? Par nécessité. Par nécessité. Et en prenant aussi des claques sur la figure quand je me suis trompé dans la communication. Mais est-ce que tu sais si d'autres artistes vidéo travaillent de la même manière, si chacun a développé dans cet univers ses propres techniques, ses propres pratiques, parce que bien évidemment, ça ne s'enseignait nulle part, il n'y avait même pas de tradition, il n'y avait rien, chacun a dû inventer dans son coin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont utilisé d'autres techniques, ou est-ce que chacun garde ça pour soi, dans son secret? Écoute, je ne sais pas, mais il y a un truc évident, quelqu'un fait un film d'animation, va faire un storyboard, c'est né pour ça. Parce que tout d'un coup, un personnage qui est je sais pas, tordu, qui n'existe pas dans la nature, qui va faire des trucs qui n'existent pas, il n'y a que le storyboard pour le montrer. Donc ça, on fait. Les artistes vidéo, à l'époque, il y avait des artistes qui travaillaient directement dans la machine, avec la caméra et tout, comme le cinéma expérimental, tu vois. Tout à fait, oui, donc, oui, pas de storyboard. Quand on a commencé à travailler pour la télévision, là, peut-être qu'il y a eu d'autres amis. Ben oui, puisque j'ai monté l'expo de storyboard, en fait, à la SCAM, avec les copains. Oui, il y a d'autres qui font des storyboards. Mais, pour la télé. Mais moi, je fais des storyboards pour des spectacles, ou pour des expositions, ce qui est différent. Parce que tu crées un univers qui est une autre dimension, pas seulement le rectangle. Oui, c'est pas seulement pour les techniciens. Ah non. Ça peut avoir une vie derrière. Alors, on a parlé donc de ces storyboards. On a parlé beaucoup des storyboards, ce qui me paraît extrêmement intéressant. On a commencé par Jim Tracking, la magie. Donc, on était passé du cirque à la magie. Et ensuite, la phase suivante, dans cette promenade dans les arts du spectacle, ça a été l'opérette. Oui, alors, il y a un truc absolument marrant, parce que Vidéopérette, elle a fait vraiment un gros boom en 89, ne serait-ce que son prix, quoi. Quand même, c'était sur grand écran, et la presse en a parlé énormément. Mais c'était drôle, parce qu'on m'a toujours attribué, à partir de là, moi, Vidéopérette, comme vidéo-théâtrie, tu vois, il y avait une petite dérision. Pour moi, c'était Vidéopérette, l'opérette, où m'emmenait ma mère quand j'étais petit. Moi, j'ai vu chanter Luis Mariano parce que tu as, c'est dans ta culture. Ah, c'est dans ma culture que tu... Après, j'ai travaillé à l'opéra. Mais les journalistes, les gens, disaient jamais l'opérette. Ils disaient toujours ton opéra. On écrit opéra. Un opéra de Michel Jaffrenoux. C'était à pisser de rire. On n'osait pas trop dire. Parce que c'était grand comme un opéra. Là, il y avait des surfaces d'écran. C'était très mégalo comme spectacle. Mais jamais on disait opérette. On se disait, on reproduisait mon titre. Mais on disait opéra. Toujours opéra. Parce que même pour Pierre et le Loup, qui a été fait dans la télévision, la presse a toujours parlé d'un opéra numérique. Alors pourquoi expliquer ça? Mais moi, c'était l'opérette populaire. D'où la dérision, puisque Vidéopérette commence, c'est l'histoire de l'art complètement dérisoire et rigolote, qui commence chez l'homme de Cro-Magnon jusqu'au l'homme sapeur d'aujourd'hui, en passant par des gens que j'aime. J'ai fait des histoires avec Velasquez et les Ménines, Prévert, des jeux de mots à la Duchamp et même à l'almanach Vermeaux, qu'on m'a reproché d'ailleurs de temps en temps. On dit avec de si belles images et autant de magie, comment tu peux dire des choses aussi grosses que, je ne me rappelle plus, mais des jeux de mots, voilà. Parce que moi, Duchamp m'a toujours frappé de son côté populaire. Et pourtant, les jeux de Duchamp, on n'y comprend rien. Il y a des quantités de livres qui sont écrits extrêmement sophistiqués, etc. Mais les Esquimaux, Homos, Esquis, toi, quand ils faisaient c'est de l'art populaire. Que mes copains américains qui ne parlent pas le français disent oh, Esquimaux, Homos, Esquis, que c'est un pisser de rire. Moi, Duchamp, et pour moi, un artiste. Bon, ça dure un peu trop son influence, les ready-made, ça va, quoi. Mais tous ces jeux de mots, son rapport aux mots, au texte, etc.,
C'est fabuleux. Donc moi, j'ai éclaté de jeux de mots. J'ai demandé à mon cousin Yves, qui enseigne la littérature, de me donner un coup de main. On a fait des faux poèmes. J'ai mis en scène Aristide Bruand, Oui, parce que ce qui est Einstein. nouveau, c'est que dans la magie, il n'y a pas de texte, ou très peu. Dans le cirque, il n'y en a pas non plus. Ben oui, c'était la première fois que Et c'était c'est la bavard. première fois Ah, c'est ultra bavard. que c'est bavard, Ultra bavard. qu'il y a des textes, Ultra bavard. qu'il y a un livret, qu'il y a... Oui, oui, oui. Ça aussi, tu as raison, j'avais oublié ça. Avant, on disait jamais un mot, quoi. Mhm. Effectivement. Sauf un ou deux trucs quand j'ai fait pour Saint-Léfort, Ulysse, au Pays des Merveilles. Non, mais enfin, il y avait peu, c'était cette année-là. Les mots n'étaient pas là, effectivement. il y Les mots étaient dans mes storyboards. Tout à fait. Le rapport image et mots, ça, j'adore ça. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est la première fois, c'est le blablabla du début à la fin. Alors avec un monsieur loyal, parce que si tu remarques pour tout ce que j'ai fait, il y a toujours un monsieur loyal. C'est donc la culture du cirque qui revient, Oui. ou du Et music puis- hall, enfin et puis le fait que j'ai fait moi-même le monsieur loyal, et quand je vends mes... Enfin non, c'est pas ça ne correspond pas. Mais quand je veux monter mes projets, etc., je suis cirque, monsieur loyal, multimédia, tu vois, vidéopérage, même la manière, je le connaissais à l'endroit, à l'envers, la manière de tourner les pages plus vite pour pas qu'ils s'embêtent, puis de s'appuyer sur celui-là, de faire lire un mot ici, puis de retourner. Ils étaient comme ça, quoi, à la sortie, et c'était, tu sais pourquoi ça s'est monté? Parce que ça a coûté 20 millions de francs à l'époque, il faut le faire, pour 20 Ça me représentations, c'était énorme. Pourquoi ça s'est monté? Parce que c'était trop. Si j'avais été plus modeste, c'est-à-dire que si je ne m'étais pas lâché de pouvoir monter ce truc qui contenait tout dans tout, etc., cette espèce de folie, jamais ça serait monté. Là, c'était pas raisonnable. Et ce qu'ils avaient dit, on a envie de voir. Et là, ils ont mis de l'argent. Où est-ce que ça s'est donné? Ça s'est donné À la Grande Halle de la Villette. Alors ça aussi, bonjour. Et seulement là. Ben oui, je peux expliquer pourquoi. D'abord, la Grande Halle de la Villette, c'était la rencontre avec François Barré, un type vraiment super, qui a dit Michel, il faut faire ça là, mais j'ai pas un nom. Bon. J'ai dit, mais voilà, c'est là que j'ai commencé à penser production. Bon, déjà, aller jouer à la Grande Halle de la Villette, qui est l'endroit le plus transparent de Paris, pour une chose qui se passe dans le noir, il m'a dit, mais tu sais, occulté, parce que j'avais un quart. L'autre quart, le reste, c'était les magiciens de la Terre qu'avait monté Jean-Hubert Martin. D'ailleurs, ça a fait un joli mélange. J'ai beaucoup aimé, j'ai vécu des moments incroyables à cause de ça. Et déjà, il m'a dit, tu sais, pour occulter le quart, c'est déjà 500 000 balles. Mais bon, très bien. Mais il me dit, bon, tu peux le faire. Alors, déjà, il y avait un lieu. Donc, quand j'avais... puis, j'ai travaillé déjà avec ce producteur, Patrick Sebelman, ex nihilo, j'ai montré, il m'a dit, d'accord, ça m'intéresse. Il me dit, j'ai jamais monté ça, mais ça m'intéresse. J'ai dit, oui, mais il y a Canal+, moi je veux Canal+, avec. Donc, avec mon producteur, je lui ai suggéré de faire des mariages Canal+, l'institution de la Grande Halle de la Villette. Et j'ai dit après, pour la post-production, ce qu'ont les studios, qui coûtaient cher à l'époque, tous concurrents, j'ai dit, essayons de les avoir autour d'une même table et de partager le gâteau empoisonné. Et bien ça s'est monté comme ça. Et alors évidemment, quand même, sur l'économie, François Barré avait monté avant l'exposition Cinécité, qui a rapporté beaucoup d'argent. Beaucoup de succès, oui. Et ben oui, mais j'ai mangé une partie d'argent et Jean-Hubert a mangé l'autre partie, tout le reste. Tout le reste. Et parce que François me l'a dit après, il m'a dit, vraiment tu nous as ruinés, mais on est là pour ça. C'est-à-dire qu'il a managé, bon, Canal+ a mis vraiment des moyens. Mais alors, bon, ça c'est la partie, c'est ce qui se passe derrière, dans l'arrière-boutique, la partie montage. Ouais, là, il y a eu 20 représentations avec à chaque fois 250, 300 personnes. C'était une chose de 500 places. 500 places, c'était... J'ai eu évidemment les deux premières représentations, tout ça, c'était plein. Et après, j'avais 300 personnes quand même. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait... il y a 4000... 6000, ça fait 10 000 personnes. Et en même temps, j'étais sur la télévision. Voilà, il y a 10 000 personnes à peu près qui l'ont vu, ce qui est considérable. Ah, c'est bien. Est-ce que tu as eu des retours? Parce que c'est un spectacle très très particulier, très différent. On m'a passé des commandes après pour la première fois de ma vie. Moi, je ne savais pas que ça existait, pratiquement les commandes. Surtout qu'on m'en passerait
un jour, et surtout à partir de ce que je venais de faire. Et la première commande a été pour la très sérieuse Cité des Sciences, c'est très sérieux la Cité des Sciences, où on m'a commandé de faire une mise en scène, c'est-à-dire une installation de l'écosystème de la forêt tempérée. Alors, c'est drôle, parce que c'est quand même drôle. Ils avaient vu Guido Perret, quoi. Ça les intéressait parce qu'ils montaient un nouveau pôle écologie, etc., qui a duré 12 ans. Donc, ils voulaient ça. Alors, puis dans un espace prédéterminé par les architectes, etc. Donc, moi, j'avais déjà fait une conception avec un grand arbre, heureusement que je ne l'ai pas fait, un grand arbre bourré d'écrans, enfin bon, etc. Bien, on me passe cette commande, je fais un grand storyboard, comme d'habitude, voilà. Puis se passent les vacances. Quand je reviens de vacances, on me convoque là et on me dit, monsieur, on a changé d'architecte. Ces architectes d'avant étaient mes copains. Hein. On a changé d'architecte. Je vais au nouveau cabinet d'architecte qui me présente la nouvelle maquette du pôle. Ils disent, voilà, c'est comme si la Terre sortait donc, dans une coupole dans la Cité des Sciences. Ça fait tant de mètres de rond. Il n'y a rien au-dessus de 1,50 m et on met un ciel dessus. Et je dis, où est l'arbre? Et là, il me dit, là. Je regarde sur le plan, c'était à l'extérieur de la Villette. Là, j'étais très fragile. Le dimanche, c'est un samedi. Je me dis, il y a deux choses. On avait été très bien payé pour faire l'étude. Hein. Je dis, ça suffit, on a fait l'étude, mais ça me titille, j'aime pas qu'on fasse un coup pareil, quoi. Ça m'énervait. Je sens merde. Alors je dis, voilà, on est les journaux où je trouve une idée, où on laisse tomber. Et on prend l'argent qu'on a eu et ça va. Et alors il m'avait montré, c'est la Terre sort, c'est un grand cercle. Alors, je sais pas police ce que je veux dire, mais moi j'ai fait le trou du cul dans le cercle. Je dis, voilà, dans votre cercle, il y a un cercle. Dans ce cercle s'enfonce 55 moniteurs vidéo, et c'est le manège de la forêt que nous avons joué dedans. Ils n'ont pas pu dire non. Ce qui est assez amusant, et on termine... termine... plus de budget de réalisation par exemple, parce que j'ai des producteurs très très doués. Ce qui est amusant, et on terminera là-dessus, c'est que Nouvel a repris cette idée, ou a pris une idée voisine, pour faire le Galerie Lafayette à Berlin, qui sont non pas avec des moniteurs, mais avec une espèce de bâtiment, avec une espèce de... comme quand on prend une glace, un cornet de glace. Et donc, on a fait ça, 52 moniteurs synchronisés. Là, on a remonté un marché avec Sony, parce que j'ai eu quand même Sony qui m'a aidé depuis le début, et qui va m'aider dans le prochain spectacle, ce qui est une belle continuité, même si ce n'est pas les mêmes gens, et pas les mêmes raisons, bien entendu. Mais, et on a fait ce manège, et il y avait un contrat pour 8 ans de ce manège, et ça a duré 12 ans. Alors, au début, je travaillais avec des gens de Normal Sup, des scientifiques hyper pointus, et personne ne se comprenait, parce que les deux scientifiques, jeunes, super, hein, et ils ne comprenaient pas, ils disaient, bon, alors on s'assoit et on regarde le film. Alors, ils disaient, non, ça ne va pas être comme ça. Puis, ils commençaient à raconter, avec mon assistante, qui était tout à fait charmante d'ailleurs, il l'a trouvée charmante, ils commençaient à raconter leur histoire des chaînes dans l'écosystème de la forêt, on ne comprenait rien, on a essayé de mixer les deux, puis tout d'un coup on a essayé à se comprendre. Et là, les deux de Normal Sup devenaient complètement fous, parce qu'ils avaient compris le système que j'étais en train de faire, et ils avaient plein d'idées, ce qui est extrêmement gênant. Oui, parce que du coup, extrêmement gênant, parce que chacun son job, hein. Non, parce que des idées qui étaient évidemment ringardes, quoi, mais tout d'un coup, ils se sont dit, mais jamais on a fait une démonstration de l'hydrocarbure, enfin de la photosynthèse, comme on vient de faire là, quoi. Alors, vous ne pourriez pas, puis alors là, ça vient... Et attends... c'est plus tout à fait le même. Non, mais c'était drôle. Ouais, c'est plus tout à c'était fait. ma première commande.